Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour On se dit tout et place à notre sommaire. Alors d'abord, nous allons nous attaquer à la télémédecine. Quelle place pour la télémédecine dans notre contexte marocain et africain? Eh bien, les détails avec un spécialiste dans quelques instants. Ensuite, le management par la confiance. Quel bonheur pour les managers. On va voir si c'est possible et comment avec une professionnelle. Et puis, pour finir, on va s'occuper de votre santé. Encore une fois, on va parler d'AVC. Est-ce qu'on en parle assez, justement? Est-ce que nous faisons suffisamment de prévention? Nous verrons cela avec un professionnel de la question. Bienvenue à vous. Ça se passe sur Média TV dans On se dit tout et ça démarre tout de suite. Et c'est On se dit tout qui vous accueille sur le plateau de Média TV. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver au nom de toute l'équipe. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant et bienvenue bien sûr à mes invités. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie. Avec vous, cette histoire d'AVC, est-ce qu'on en parle assez? Eh bien, avoir justement votre grimace pour commencer l'émission, on dirait pas vraiment. Pour la troisième cause de mortalité dans le monde et une des premières causes de mortalité tout court, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est l'occasion surtout de donner quelques signes d'alerte, quelques chiffres et quelques, bien sûr, moyens de prévention. Et j'espère qu'on pourra faire avancer sur la connaissance et surtout sur la prévention. Merci professeur. À vos côtés, Hanan Oubidal. Bonjour Hanan, merci infiniment d'être là. Vous êtes consultante en entreprise et avec vous, cette histoire de management par la confiance. Exact. Ça serait un vrai bonheur pour les managers. Et pour les collaborateurs Et pour les collaborateurs aussi. Alors, est-ce que c'est facile dans notre contexte maghrébin, africain, marocain ou non? Comment ça fonctionne? Vous allez nous répondre dans quelques instants. Et puis, en face de vous, docteur Marwan Hakam, qui est expert en digital santé. Bonjour docteur, Marhaba bik, merci infiniment d'être là. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de télémédecine. Alors, ça fait les unes des journaux depuis quelques temps et c'était, on va dire, les vacances où le monde était occupé. Là, c'est le moment de s'intéresser à cette question. Qui améliorerait, selon justement ces grands titres et selon ce qui dit l'état de santé au Maroc. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Quelle est la place de la télémédecine dans notre contexte? On en parle avec vous. Merci tout le monde. Merci d'être là, c'est un plaisir. Et justement, sans plus tarder, c'est avec vous qu'on commence, docteur Hakam. Merci infiniment, docteur, donc d'être là. Tout à l'heure, vous avez une malle, justement. Vous allez nous montrer comment fonctionne, grosso modo, ce qu'est un outil de télémédecine. Ce qu'est un outil de télémédecine, absolument. Mais d'abord, justement, qu'est-ce que c'est exactement? On va commencer par le commencement. La télémédecine, c'est quoi? Alors, on va remonter un petit peu plus haut que la télémédecine pour parler de e-santé. Donc, en fait, ce qu'on appelle la santé numérique ou la santé connectée en général. Donc, vous avez aujourd'hui énormément d'outils connectés qui utilisent des outils d'Internet ou les outils de télécommunication de base pour pouvoir donner des actes de santé. Je ne parle pas de médecine, je parle d'actes de santé. Donc ça peut être, par exemple, quand vous décidez d'aller sur un site pour chercher un médecin ou prendre un rendez-vous en ligne, ça fait partie de la e-santé. Quand vous décidez, par exemple, d'aller sur un site, excusez-moi de citer mais c'est un des plus grands, donc Doctissimo, c'est de la e-santé. Doctissimo fait de la e-santé, donc il vous permet d'avoir accès à de l'information santé ou à des conseils santé. Est-ce que nous, on fait de la télésanté? Est-ce qu'on se dit tout fait de la télésanté? Alors, si vous prenez la e-santé dans sa définition de base, et que vous êtes en train de faire une rubrique santé, vous faites de la télésanté. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de transmettre à travers des outils de communication, quel que soit l'outil. Vous savez, le premier acte de soins de télésanté ou de télémédecine à distance a eu lieu en 1920. Au niveau des ports de New York, quand il y avait les premiers migrants qui arrivaient de l'Europe à l'époque, fuyant éventuellement les prémices de la fin de la Première Guerre mondiale, les prémices de la Deuxième. Et donc, les bateaux utilisaient le radio pour parler aux gens qui dirigeaient à l'époque l'unité médicale du port. Et selon les symptômes de certains migrants, ils décidaient soit de les emmener vers la fameuse île de quarantaine, soit les emmener directement vers le port en fonction de ça. Et ils cherchaient principalement des symptômes de scorbut, de typhoïde, de certaines pathologies qu'ils ne voulaient pas forcément faire accéder à leur... Donc ça, c'est un premier acte de télémédecine qui est assez historique. On va dire qu'elle est assez âgée, la dame télémédecine. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. En fait, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on utilise tous les moyens technologiques qu'a apporté Internet
pour pouvoir faire des actes médicaux à distance et permettre aux gens d'avoir un meilleur accès aux soins, même dans des endroits où il n'y a pas de médecin, ou même dans des endroits où il n'y a pas possibilité d'avoir accès à une structure de soins en bonne et due forme. OK. Alors, ça, c'est ce que c'est-à-dire donner le conseil à distance. Non, pas le conseil. Pas forcément. La télémédecine, alors la e-santé, dedans, il y a du conseil, il y a de tout. Okay. Maintenant, la télémédecine, c'est un vrai acte de médecine régulé. C'est-à-dire que c'est un acte de soin que va faire un médecin à distance à travers des outils. Je vous donne par exemple la législation marocaine. Vous avez la loi 131-13 qui a donné les premiers points de départ de la télémédecine en intégrant dans ses articles 99, 100, 101 et 102. Donc je vous passe les détails. Après, il y a eu le décret d'application qui a été publié le 27 juillet ou le 25 juillet 2018 qui, lui, a défini ce que c'est la télémédecine au Maroc. Donc la télémédecine au Maroc, c'est 5 choses. Il y a ce qu'on appelle la téléconsultation. C'est le fait qu'un médecin puisse faire une consultation médicale à distance en utilisant des outils de communication à distance. Il y a une obligation au Maroc, c'est que le patient doit être obligatoirement accompagné par un professionnel de santé. Donc on prend le cas d'un centre de santé en montagne. Vous avez un infirmier qui va, lui, techniquer le patient, excusez le terme, mais c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Donc techniquer le patient, mettre le stéthoscope, par exemple. Mais le stéthoscope n'est pas un stéthoscope standard, c'est un stéthoscope qui est connecté, qui permet au médecin à Casablanca ou à Ifrane ou à Oujda ou à Meknès ou dans n'importe quel CHU, de pouvoir entendre les bruits du cœur directement et de pouvoir établir s'il y a un problème de rythme du cœur ou un bruit, n'importe lequel, un bruit parasite. Ça peut être la prise de température, ça peut être la prise de tension, et tous les paramètres en fait, biométriques et biologiques de la personne sont envoyés directement à travers les outils de communication vers le médecin qui, lui, est à distance. Ça, c'est la première, c'est la téléconsultation. Puis après, vous avez ce qu'on appelle la téléexpertise. La téléexpertise, c'est un peu plus simple. Imaginons que moi, je suis un médecin généraliste, que je reçois un cas de cardiologie au fin fond du Maroc profond, et que j'ai besoin d'un avis d'expert, et ben je vais me connecter avec professeur Benis et je vais lui dire, voilà, j'ai un trouble du rythme, voilà à quoi ça ressemble, hein. Qu'en pensez-vous? Il va me dire, est-ce que vous avez un tracé ECG? Peut-être que je vais faire un électrocardiogramme, et lui, il va recevoir le tracé directement sur son ordinateur, il va pouvoir me dire si c'est un trouble de rythme ou si c'est juste une maladie anodine ou quelque chose dans ce sens. Ça, c'est la téléexpertise. Vous avez ce qu'on appelle la téléassistance, où là, on est au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai besoin, par exemple, de faire un acte non invasif cardiovasculaire. Et j'ai besoin de l'aide de professeur Benis. Donc moi, je vais être en train de travailler sur le patient et lui va me montrer comment suivre les étapes qu'il faut que je fasse. Ça, on le voit par exemple dans les vidéos justement qui circulent, de ces actes. Ça s'appelle de la téléassistance. Téléassistance. Vous avez ce qu'on appelle la télésurveillance qui fait boom aujourd'hui en Europe et qui permet en fait de limiter l'hospitalisation intra-hôpital et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la home hospitalisation, c'est-à-dire qu'on va envoyer le patient et il va être hospitalisé chez lui et on va pouvoir le suivre et le surveiller à distance. On n'a pas forcément besoin à chaque fois de le faire venir. Et vous avez le dernier point, c'est la réponse médicale directe qui, elle, est ce que faisaient les services de SAMU normalement par téléphone. Aujourd'hui, on a moyen de le faire soit par WhatsApp, soit par Facebook, soit par ce qu'on appelle la réponse médicale directe dans les services d'urgence médicale. Alors, ça commence quand même à poser pas mal de questions et ça pousse à pas mal d'interrogations. D'abord, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable dans la mesure où est-ce que nous sommes tous, et je me mets dans la peau du patient, prêts à accepter de ne pas être auscultés directement par le médecin? Et comme vous l'avez dit, vous avez donné l'exemple, par exemple, des contrées reculées, des régions reculées. Est-ce que, justement, la personne qui vient de ce village va accepter et va avoir confiance en ce diagnostic à distance? Est-ce que ce volet psychologique est pris en considération? Votre question a deux points. En fait, le premier point, c'est que d'abord, le médecin, c'est lui qui fait la consultation. Il l'a fait à distance, mais c'est le médecin qui fait la consultation. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une machine. On n'est pas en train de parler d'intelligence artificielle et tout ça. Pour moi, ça, c'est des choses qui ont besoin d'encore 20-30 ans pour qu'on puisse en parler. Mais on est en train de parler de consultation. C'est un médecin qui est derrière une caméra vidéo et ça lui permet de voir ce qui se passe dans une salle de consultation de l'autre côté. Mais est-ce que le contact physique médecin-patient n'est pas important dans le clinique, justement? Cette consultation clinique est une consultation physique en général. J'y arrive. La seule chose que ne peut pas apporter la télémédecine jusqu'à présent, c'est la palpation. Oui, tout à fait. C'est la percussion sonore pour essayer de chercher une masse abdominale et tout ça. D'où le fait que la réglementation marocaine a été stricte sur le sujet, c'est qu'il faut absolument que le patient de l'autre côté soit accompagné d'un professionnel de santé. C'est-à-dire que ce professionnel de santé
a été formé pour qu'on lui demande est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire une palpation abdominale, qu'est-ce que vous ressentez? Et à ce moment-là, il nous donne. Mais tout le reste peut être fait à distance, parce que je parle par caméra interposée à mon patient qui est à distance, je peux voir les paramètres biométriques, sa température, sa tension artérielle, l'autoscopie, la dermatoscopie, on peut aussi prendre des images de la peau, on peut faire des tracés ECG, on peut faire même des échographies à distance, tout ça sans aucun souci. Alors, est-ce que, votre seconde partie de la question, est-ce que les patients de ces montagnes-là vont accepter? Est-ce que le volet psychologique est pris en considération? Écoutez, pas de la montagne uniquement. J'ai donné l'exemple parce que vous avez fait référence. Parce qu'en général, télémédecine match avec déserts médicaux. En général, zone enclavée, déserts médicaux et télémédecine, ça sonne très bien. C'est pas que ça, mais ça sonne très bien. Tant mieux. Moi, je préférais qu'on en parle qu'on parle que de ça au Maroc, de déserts médicaux, de zones enclavées et télémédecine, ça me va parfaitement. Quand vous avez une personne qui n'a pas de médecin, qui ne peut pas avoir de médecin, donc un tien vaut mieux que deux tu l'auras, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, qu'il arrivera peut-être à avoir un médecin par caméra interposée qui permettra de lui donner de vrais diagnostics. Prenons le cas par exemple des enfants. Personne ne peut maîtriser la santé d'un enfant mieux qu'un pédiatre. Même si les médecins généralistes font de la pédiatrie, il faut qu'on soit clair. La pédiatrie, c'est un domaine très spécial et des fois, on peut se tromper carrément parce que voilà, on n'a pas tous les atouts, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir gérer un problème pédiatrique. Si aujourd'hui, je peux permettre à un patient, un petit patient, dans une montagne à Azilal ou dans une montagne du côté de Mnimla ou du côté de Middelsouk, d'avoir accès à un pédiatre directement qui va lui poser quelques questions, poser des questions à sa maman ou même à l'infirmier par personne interposée parce que des fois il y a des problèmes de langue et qui pourra poser un vrai diagnostic d'une maladie cœliaque ou d'une malabsorption ou des choses comme ça. Moi, je suis preneur. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas la psychologie qui me dérange. C'est plutôt... Professeur Benis, vous en pensez quoi? Je pense ce qu'a dit le docteur Marouane Hakem est très intéressant parce que c'est une nouvelle chose qui vont pouvoir désenclaver les régions qui sont absolument lointaines, qui vont pouvoir amener la santé, les conseils pour ces patients qui ont des difficultés énormes à avoir des soins de santé, de dépister des urgences rapidement. On va parler tout à l'heure de l'accident vasculaire cérébral ou de l'infarctus. C'est de pouvoir rapidement poser des diagnostics et ça peut sauver des vies. C'est aussi un outil de formation et d'accompagnement par rapport à ces personnels de santé. Pour. Moi, je suis absolument pour. Et je trouve que c'est un outil extrêmement important. Et aujourd'hui, Marouane en a beaucoup parlé. C'est que c'est un outil qui nous permettra de réduire les hospitalisations, de réduire les coûts, de soigner encore plus de nombre, de donner plus d'accès aux gens qui sont un peu perdus. Et parfois, quelques petits conseils, quelques petits gestes peuvent sauver des vies humaines. Hanan, en tant que citoyenne, justement, vous en pensez quoi? Est-ce que vous faites confiance à cette notion de télémédecine et à l'approche? Je préfère avoir un expert et un spécialiste, ne serait-ce qu'on va dire en écran superposé, ou que d'avoir un infirmier peut-être qui va me poser un mauvais diagnostic. Et surtout quand on parle des régions un peu éloignées. Avec tout le respect bien sûr pour les infirmiers, on diminue pas de leur... Non, c'est pas du tout dans ce sens. C'est dans le sens où quand je parle par exemple, voilà... chacun sa spécialité. Chacun sa spécialité et des fois même un généraliste peut avoir besoin de l'avis d'un expert. En fait, aujourd'hui, il y a des spécialités, des sous-spécialités, donc on ne peut pas tout connaître. Et je pense que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour le Maroc. Alors, comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Est-ce que finalement, ce sont des médecins conventionnés entre eux, sous l'égide du ministère de la Santé? Comment toute cette machine va se mettre en place? Alors, je vais vous parler de l'initiative nationale de télémédecine qui est chapeautée par la Société marocaine de télémédecine et qui est aussi chapeautée par le ministère de la Santé, l'Université Mohamed VI et sous l'égide de Sa Majesté lui-même. C'est une initiative qui a commencé par une première phase, on va dire, de preuve de concept, où il y a eu la sélection de 5 ou 6 centres montagneux, où il y a eu la mise en place de valisettes de télémédecine dans lesquelles il y a des dispositifs connectés qui permettent de prendre les paramètres biométriques nécessaires. Vous en avez une, je pense, on peut l'avoir. Oui, nécessaires pour faire les diagnostics de la bobologie de base. D'accord. Ce que j'appelle la bobologie de base, donc un problème ORL, un petit problème éventuellement dermatologique. Vous avez par exemple là, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle un dermatoscope, en fait c'est un microscope
vous le posez sur l'endroit que vous voulez prendre en image, vous zoomez dessus, vous prenez l'image, et puis tout de suite, le dermatologue à Casablanca reçoit l'image et il peut l'agrandir. Mais qui est ce dermatologue à Casa, par exemple? Aujourd'hui, la première phase, elle a été entièrement centralisée au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, où les profs assistants des différentes spécialités assument le rôle de faire des consultations en fonction des pathologies qui sont assignées par les infirmiers des différents centres. Et donc, ils sont disponibles 24 heures sur 24, puisque finalement, l'urgence médicale ne prévient pas. Oui. Et que si ces personnes se déplacent dans des centres équipés en télémédecine, donc ces professeurs à Casa, par exemple, notamment à l'hôpital Cheikh Khalifa, sont dispo 24 heures sur 24. L'objectif éventuellement de l'initiative nationale qui est en train de... Il y a eu un appel d'offres il y a quelques mois, tout le monde est en train d'attendre en fait, les résultats de l'appel d'offres, où il y a plusieurs, en fait, il y a tout un écosystème de télémédecine qui va se mettre en place. C'est de connecter les différents centres de santé avec les hôpitaux régionaux qui eux-mêmes vont être connectés aux hôpitaux provinciaux, qui eux-mêmes vont être connectés au CHU. Ça permettra vraiment de respecter la pyramide en fait, sanitaire, mais de permettre de faire vraiment de la prise en charge rapide et de la prise en charge et du vrai triage médical avec une bonne prise en charge adaptée. Alors, docteur, nous avons des questions pour vous de la part de nos intervenants docteurs ou, questions ou même simple intervention. Vous avez Ahmed qui vous dit, ne faut-il pas d'abord renforcer le service B2B avant de penser à ces belles technologies? B2B dans les Alors B2B, c'est business to business, donc je n'arrive pas forcément à comprendre en fait, la question. Je pense qu'il veut dire renforcement en fait, du système sanitaire en soi. Oui, c'est un vœu pieux. Tout le monde a envie que la structure sanitaire du pays soit améliorée. Je rappelle juste à Ahmed que la problématique du Maroc, c'est un problème de budget de santé, que nous avons aujourd'hui le budget de la santé, le budget du ministère représente à peine 8% en fait, du budget de l'État global, que la dépense totale de santé dans laquelle le budget de l'État ne représente que 25%, ne représente que 5,8% de notre PIB, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens de construire des hôpitaux partout, d'avoir des médecins partout, de construire des centres de santé partout et de permettre aux habitants d'avoir une couverture de santé comme en Norvège ou en Finlande. Maintenant, vous avez été direct. Non, mais moi j'aurais. Maintenant, non, mais il faut qu'on soit réaliste. C'est des chiffres qui parlent pour nous. Il y a un très grand effort qui est fait. Je salue énormément l'effort qui a été fait par toutes les personnes qui ont travaillé dans le ministère de la Santé. Je ne parle pas de ce gouvernement ou celui qui est avant, mais il y a eu un travail depuis 50 ans qui est exceptionnel. On a eu une baisse de mortalité infantile et maternelle de près de 3 fois de ce qu'elle était. On ne communique jamais sur les réalisations malheureusement, de la santé malheureusement nous avons un taux d'immunisation de 98%. Nous sommes un champion de l'immunisation à travers le continent, voire même à travers la région Maghreb arabe et Moyen-Orient, mais on n'en parle pas. On ne dit pas, par exemple, que l'État prend en charge à peu près 3500 à 4000 dialysés de ses propres deniers, c'est-à-dire que ces dialysés sont pris en charge end-to-end. On ne dit pas, par exemple, qu'il y a eu une baisse de 40% en moins de 5 ans. Entre 2011 et 2016, il y a eu 40% de moins de mortalité infantile, 40% de moins de mortalité maternelle. Il y a eu une augmentation de l'espérance de vie de près de 10 ans ou de 15 ans des années 50 à aujourd'hui. Voilà, il faut communiquer. Il faut qu'on donne aux médias de quoi communiquer. Alors, je pense que les politiques communiquent à leur manière. Donc, maintenant, les médias peuvent aussi aller sur les sites du ministère de la Santé. Il y a énormément de documents. Vous pouvez avoir toutes les statistiques possibles et imaginables. Pour revenir à la question qu'on nous masse le boulot, en fait. Je suis à votre disposition. Alors, juste pour revenir à Ahmed disait que, oui, il faut renforcer la structure. Maintenant, on a besoin aussi d'outils qui pourraient nous permettre d'améliorer l'accessibilité aux soins en prenant en considération ces problèmes-là, le vieillissement de la population, la diminution des budgets, l'éloignement, l'enclavement sanitaire, enfin ce genre de choses. Je vais vous donner un petit exemple. Rapidement, pour qu'on passe au management par la confiance. Qui va vraiment parler au Stade ministre, c'est vous avez une personne hypertendue qui habite dans une montagne reculée, qui a besoin de 5 heures de piste, même en voiture, pour pouvoir arriver au premier hôpital régional. Dans cet hôpital régional, il n'y a pas de cardiologue. Il faut qu'il aille à l'hôpital qui est un peu plus haut, qui est au-dessus, au niveau de la pyramide, pour trouver un cardiologue. Cette dame, elle est vue par ce cardiologue. Très bien, il fait son travail, c'est une hypertension simple mineure, on va la mettre sous une molécule simple, et on va lui dire, vous revenez chez vous, on va se voir dans 3 mois. Pourquoi vous voulez ramener cette dame encore dans 3 mois jusqu'à l'hôpital? Alors que vous pouvez lui prendre sa tension artérielle à distance, vous pouvez écouter son cœur à distance,
vous pouvez discuter avec elle à distance et lui dire si il faut qu'elle continue le même traitement à distance. Changer de molécule. Merci infiniment. Merci beaucoup, Dr Marouane Hakam. Vous êtes expert en digital santé. C'était un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. On reste ensemble. L'esprit de l'émission, c'est un esprit de partage et d'échange. On va parler d'AVC tout à l'heure et je pense que vous aurez l'occasion de rebondir à nouveau sur la télémédecine. Mais pour là, on va parler de management par la confiance. Merci infiniment, Hanan, d'être avec nous. Hanan Ouidar, vous êtes consultante en entreprise. Justement, Dr Marouane Hakam, vous managez? Oui. Alors, par la confiance? On dirait pas. Par la confiance de nos clients, par la confiance des gouvernements avec lesquels nous travaillons, parce que nous dirigeons un certain nombre d'hôpitaux à travers l'Afrique. Mais oui, c'est l'hésitation. La confiance est importante. Absolument. Professeur Benis, vous faites du management? Je manage tous les jours. Il y a beaucoup de confiance? Oui, j'essaie de manager, de mettre en avant toutes les choses que je dois mettre dans mon travail, dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage professionnel. Donc j'essaie un peu chaque jour de manager et de manager ceux qui sont autour de moi. Alors vous êtes la spécialiste de la question. Est-ce que vous managez par la confiance? Oui. Oui, forcément. Alors je vous explique, c'est quoi cette notion de management par la confiance? Parce que forcément, quand on bosse ensemble, il faut avoir confiance en son équipe, en son entourage, en ses collègues. Alors, au-delà d'avoir juste confiance, en fait, c'est une vraie stratégie d'entreprise. D'accord. Et je veux bien croire que dans le monde de la santé, on manage par la confiance. Pourquoi? Alors, je vous explique. Dans la plupart des entreprises, vous allez trouver un organigramme où il y a une hiérarchie peut-être avec 4-5 niveaux. Et souvent, en fait, il y a même des blagues par-dessus, en fait, où on dit que ceux qui rament, ils sont moins nombreux que ceux qui donnent des ordres. Voilà. Donc, c'est le management à l'ancienne, où on va avoir les gens qui travaillent, ceux qui les contrôlent, ceux qui contrôlent les premiers, et ainsi de suite. Où, au fait, on va mettre en place beaucoup de process, beaucoup d'écriture, beaucoup de contrôle, de surcontrôle. Et là, en fait, la confiance, elle se perd à la fin, parce que ça devient carrément robotisé. Et des fois même, en fait, en termes de management, sur les strates les plus élevées, on ne connaît rien du métier initial de l'entreprise, parce qu'on n'est pas du tout sur le terrain. Donc, quand on parle aujourd'hui de management par la confiance, c'est tout un concept. C'est vraiment d'être sur le terrain. Donc, être sur le terrain comme on voit sur la photo, ça peut être le PDG avec l'ensemble de ses collaborateurs, avec les directeurs. Mais ça, c'est l'esprit start-up un peu. C'est un peu l'esprit start-up, mais c'est aussi un peu l'esprit à l'ancienne. Où on avait le chef d'entreprise qui était d'abord un expert métier et qui était, que ce soit dans l'usine, que ce soit dans quel que soit en fait son secteur d'activité, qui est sur le terrain, qui s'y connaît. Et quand il a besoin de prendre une décision, ça ne va pas tomber d'en haut alors qu'on ne sait même pas quelles sont les priorités ou les exigences ou peut-être les urgences du terrain. Il y a une décision qui va venir d'en haut, exactement, qui est shower. À la marocaine. À la marocaine. C'est pour ça que je vous dis que peut-être chez nous, c'est même plus facile à mettre en place. Et dans le domaine de la santé, pour eux, je pense que c'est presque inné, parce qu'il n'y a pas vraiment cette hiérarchie. Souvent, en fait, vous allez trouver le médecin expert ou même le chirurgien, par exemple, dans sa salle d'opération. Il a les infirmiers, les experts. Chacun connaît son métier, mais tout le monde s'y met pour sauver le patient. Alors, quand vous dites aujourd'hui, c'est une vraie stratégie au sein de l'entreprise, une vraie stratégie managériale, ça veut dire quoi? On a pris conscience qu'il fallait changer de méthode, qu'il fallait se rapprocher de la même manière qu'on parle aujourd'hui de bonheur au travail, de ces choses-là beaucoup plus humaines, beaucoup plus terre-à-terre. Manager par la confiance, c'est redescendre sur terre un petit peu? Exactement, redescendre sur terre, réduire un petit peu la réunionnite aiguë, dont souffrent beaucoup de managers malheureusement. Ils sont dans leur 5e étage ou même des fois 10e ou 15e et ils font plein de réunions. Ils prennent des décisions qui impactent au fait sur la production ou sur le terrain. C'est pas une question d'égo, Hanan? Un peu, oui, aussi. Alors, comment ces personnes peuvent descendre de leur... Alors, on peut commencer, d'ailleurs, quand on arrive et qu'on essaie, on va dire, d'accompagner une entreprise pour mettre en place cette stratégie, souvent, ça commence par des réunions où ne seront pas intégrés que les managers et top management, enfin top et middle management, comme on dit aujourd'hui, mais il y a aussi les collaborateurs qui vont être preneurs de décisions. C'est-à-dire que quand on fait une réunion, parce qu'on a une crise, on a un problème, on va lancer un nouveau produit, quelle que soit la situation, on va se réunir avec les collaborateurs qui sont d'abord concernés. On va se mettre autour d'une table, on va prendre un paperboard et on va faire un truc, mais vraiment, genre, chacun va lancer son idée, quel que soit son statut. Alors, on oublie les casquettes. Vous avez raison, on oublie les casquettes. Peut-être c'est là la grosse problématique. Exact. Comment
vous propose de marquer une petite pause et de revenir. À tout de suite. Merci beaucoup pour votre confiance. Et justement, nous, on parle de management par la confiance avec Hanan Oubidar. Merci pour votre disponibilité pour 11 Dito sur Média TV. On a parlé tout à l'heure de télémédecine avec le docteur Marwan Hakam. Et puis, on parlera d'AVC dans un petit moment. Pourquoi? Parce que justement, on n'en parle pas. C'est la troisième cause de mortalité dans le monde. Donc, comment faire un maximum de prévention? Eh bien, c'est en parlant du sujet avec les professionnels, notamment le professeur Ahmed Benis qui est avec nous. Hanan Oubidar, retour à cette case départ du management par la confiance. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'importance de s'aligner avec ses employés, avec ses collaborateurs. Mais il y a aussi cette histoire d'ego, parce que finalement, pendant longtemps, on a construit le mythe du management et le mythe de la hiérarchie en entreprise. Aujourd'hui, tout ça doit, on va dire, s'écarter pour laisser place à un autre type de management qui s'impose de lui-même. Comment descendre de son piédestal quand on a longtemps été perché dans sa tour? En fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de stratégie. Ça ne peut pas venir d'en bas, ça doit venir d'en haut. Ça veut dire que si le top management, les dirigeants, les fondateurs, les PDG prennent conscience qu'il y a vraiment que cette notion de management par la confiance peut donner de très bons résultats, on commence déjà un petit peu, pas complètement par aplatir la hiérarchie, mais au moins la réduire. Plus il y a de strates, plus il y a de problèmes et plus l'information en fait se perd. Donc redescendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste accepter que peut-être un collaborateur qui est peut-être aussi jeune, parce que c'est ça aussi, au fait, il y a toute cette notion de gestion de génération, de travail d'équipe, qui peut avoir une idée qui peut être intéressante pour l'entreprise et nous faire gagner plus que peut-être des idées qui vont venir d'en haut, mais qui vont nous faire perdre, peut-être même de l'argent. Donc, si on a des personnes qui pensent, qui réfléchissent, on oublie un peu le taylorisme où c'est les gens d'en haut qui réfléchissent et les autres exécutent. On se met autour d'une table et on part du principe que je fais confiance à l'intelligence de chacun, quel que soit son niveau peut-être de hiérarchie. C'est tant qu'ils travaillent dans le métier même de l'entreprise, et c'est eux qui sont le plus productifs en général, c'est qu'ils connaissent son métier, ils connaissent les inconvénients, les avantages, il connaît peut-être même, il a en tête des petites astuces. Donc je vais lui faire confiance et je vais l'amener à dire ce qu'il pense. Voilà, donner des idées. Donc, je vais l'encourager à travers toutes les méthodes de management participatif, des réunions, de gestion et tout ça. Et ces idées-là, après, de toute manière, si on implique les gens, ils ont plus cette notion, en fait, où l'idée leur appartient. Donc, ils sont plus motivés. Ils vont s'impliquer plus. Ils vont tout faire pour défendre leur projet pour que ça réussisse. Que de leur imposer une idée qui ne vient pas d'eux. Et du coup, déjà, là, en fait, on parle déjà du management du changement, parce qu'il faut que je lui impose une idée qui ne vient pas de lui et qu'il va devoir intégrer. Donc, en fait, j'économise énormément de temps, d'énergie et même d'argent. Alors, ma question, juste pour mieux comprendre, est-ce que quand vous parlez de confiance, est-ce que c'est confiance dans l'individu ou bien confiance en son intelligence? Parce que c'est différent. C'est les deux. Les deux, quand on parle confiance dans l'individu, c'est par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on va pratiquement faire du contrôle à la seconde près. Des systèmes de badgeage, à quelle heure il rentre, à quelle heure il sort, est-ce qu'il a 5 minutes de retard, on va le pénaliser, on va le recevoir dès qu'il dépasse 3-4 secondes sur telle ou telle activité, les moments de pause. Donc tout ça, au fait, quand on parle de management par confiance, c'est tous ces éléments qui vont être intégrés. C'est par exemple lui mettre à disposition des espaces de repos au milieu de l'entreprise. Alors, c'est quoi mon intérêt, moi, en tant qu'entrepreneur? Ça donne le droit, finalement, à la personne de se dire, très bien, j'ai le droit d'être fatiguée pendant une journée de travail et j'ai le droit de me reposer. C'est un droit. C'est un droit. Je ne vole pas du temps. En fait, on ne vole pas du temps, et surtout pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ou les dirigeants, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que quand je suis fatiguée, je ne suis pas du tout productif. Ouais. Je peux rester devant mon PC, mais je ne fais rien. Tout à fait. Ce que je peux faire en étant reposée, peut-être ça va me prendre pour faire un rapport 30 minutes. Si je suis fatiguée, ça va me prendre 3 heures. Donc, qui est le gagnant dans l'histoire? Vaut mieux que je me repose 30 minutes et que je puisse être plus productif, plus rapide dans ce que j'ai à faire les heures d'après. C'est pas grave si peut-être je suis du genre à ne pas pouvoir me réveiller très tôt le matin. Donc si je l'intègre moi en tant que chef d'entreprise et que patron, et c'est ce que font la plupart des startups,
ils choisissent leurs horaires de travail. Ils disent, par exemple, moi, ça m'arrange de venir à 8h et de sortir à 17h, parce que mon planning, ma famille, mes enfants et autres. Quelqu'un d'autre va venir, va dire, non, moi, s'il vous plaît, moi, je préfère venir plutôt à 10h et je ne quitterai qu'à 19h. C'est là où je suis le plus productif. À quoi ça me sert, moi, de lui imposer un horaire qui, moi, m'arrange? Bien sûr, après, il y a aussi... comment cette histoire d'horaire, si on devait remonter dans le temps, en fait? Ça remonte à loin, c'est ça? Ça remonte à loin, exactement. Mais aujourd'hui, on a l'avantage, au fait, de voir toutes ces startups, comment elles bossent et comment elles travaillent. Quand on voit les grandes entreprises aujourd'hui, surtout dans le domaine, en fait, des nouvelles technologies, comment elles travaillent, on se rend compte que c'est... Parce que culturellement, en fait, la famille surveille. Les parents surveillent. Donc les patrons surveillent. Donc les patrons surveillent. Exact. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est culturel? Il y a aussi la culture en fait de l'entreprise familiale qui a pendant très longtemps perduré. Mais la culture de la surveillance tout court. La culture dans l'entreprise familiale où il y avait le patriarche, le fils, donc c'est eux qui surveillent tout le monde et tout ça. Mais Hanan disait au contraire que dans le système entre guillemets de l'entreprise patriarcale, les choses étaient différentes. Les choses sont différentes, hein, quoi qu'on pense. Moi qui suis vraiment sur le terrain avec plusieurs entreprises, je vois la différence. On a plus de facilité à négocier quand on est dans une petite entreprise familiale et autres que quand on est dans une multinationale où il y a des règles, où il y a des procédures, où il y a des process. Et en plus, quand on regarde vraiment par rapport à l'histoire, c'est une culture beaucoup plus francophone. Ce n'est pas vraiment culturel chez nous. Même en France aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se remettent en question et reviennent vraiment à ce qui se fait aujourd'hui dans un monde plus aux États-Unis, Canada en fait, et dans le monde anglophone où on a plus on regarde par objectif. Est-ce que vous arrivez à réaliser vos objectifs ou pas? Vous venez à 9h, à 10h, vous partez à minuit ou à 6h du matin, vous arrivez au boulot. Est-ce que vous arrivez à faire ce que vous devez faire? Est-ce que vous atteignez vos objectifs? Est-ce que vous êtes productif? Si c'est oui, faites-le à votre rythme, à votre façon. Que vous soyez habillé en jean, en costard-cravate, il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le plateau, on a de tout. On arrive à faire notre émission en costume, en polo, en tout. Alors, justement, cette histoire de management par la confiance est très importante dans ce domaine récent et nouveau de la télémédecine au Maroc. Docteur Hakam, j'imagine. Dans le domaine médical en général, en fait, le management de la confiance remonte à très, très tôt dans l'histoire. Encore plus peut-être maintenant, parce que finalement, physiquement, il n'y a pas de supervision. Dans un centre. Par exemple, vous avez un centre dans une région reculée, personne ne supervise parce que c'est comme ça, il y a un infirmier, il y a un médecin, enfin... Qui va accueillir le patient, qui va déterminer le problème et puis il va envoyer vers un médecin. Donc il y a effectivement, on va dire, c'est pas une supervision, mais une relation en fait de face-to-face ou end-to-end entre l'infirmier et le médecin. Maintenant, pour vous dire, dans tous les actes médicaux, il y a un management par la confiance. Un management par la confiance vis-à-vis du patient, parce que sans la confiance, on ne peut rien faire, mais aussi entre les différents confrères. Cette ministre qui vient de l'universitaire, on a quelque chose qui s'appelle les staffs multidisciplinaires dans la pratique médicale. On a chaque semaine des staffs multidisciplinaires ou des staffs de spécialité. Il y avait les staffs de cardiologie, mais il y avait les staffs où il y avait les pneumos et les cardiologues et les neuros qui pouvaient s'asseoir et discuter entre eux. Et il y a de tout le monde. Il y a les professeurs, il y a les résidents, il y a les internes, il y a les externes. Il y a tout le monde qui peut discuter. Vous avez ça même dans le privé d'ailleurs. Dans quelques cliniques privées, ils arrivent à faire ça quand ils ont un directeur médical. Ok. Quand ils ont un management par la confiance. De mon expérience universitaire, j'encourageais beaucoup l'intelligence collective. Exact. Et donc de pouvoir un peu faire appel à chacun et de pouvoir... D'ailleurs, ma première rencontre avec vous, professeur, c'était à l'hôpital. J'étais venue vous interviewer dans votre fief de l'époque, à l'hôpital. Dans un couloir, absolument. Sur un banc. Et à travers vrai, les étudiants, les médecins qu'on a participé à former, c'est de pouvoir leur donner cette confiance et d'utiliser un peu cette confiance, d'utiliser ce savoir, pour que ce soit un savoir collectif. Et moi, je paraphrase toujours la phrase d'Henry Ford, venir ensemble, c'est le début, rester ensemble, c'est le progrès, et travailler ensemble, c'est le succet. Mais elle est contre le Fordisme, Hanan. mais la dernière phrase, quand même, travailler ensemble, c'est du succès. Et juste pour rebondir, en fait, c'est ce que je disais d'ailleurs au début de mon intervention, c'est que dans le domaine médical, au fait, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'ils le font et c'est naturel. C'est ça. Souvent, en fait, par exemple, des spécialistes, des professeurs, jamais ils vont prendre une décision en étant seuls.
Quand il y a des cas assez compliqués et tout, en général, en fait, dans le staff, on va les discuter. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, et là, le domaine de la santé peut nous donner vraiment l'exemple idéal, c'est que la personne, quand on la responsabilise, elle va faire en fait, elle va mettre en œuvre tout ce qui est possible pour pouvoir trouver la réponse idéale, la solution idéale, et des fois même va rester plus que son temps de travail pour aller faire de la recherche, pour regarder dans des livres, pour aller voir avec d'autres collègues. Et l'obligation pour elle, c'est de trouver la solution pour son patient. Donc, au fait, qu'est-ce qu'on rajoute quand on manage par la confiance? C'est qu'on responsabilise. L'engagement. Et l'engagement. On n'est plus obligé de le suivre. Il va le faire. Alors, question de Fadel qui vous dit « Manager par la confiance, c'est bien, mais si je suis déçu par un collaborateur ?» Point d'interrogation. Le management par la confiance, c'est tout un processus. Ça ne veut pas dire que en un seul jour, je vais venir et je vais tout annuler, plus de contrôle, plus rien. Non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Sauf que là, le contrôle, c'est plus je vais contrôler ce que tu fais à la minute, à la seconde près et ne même pas te demander ton avis avant de mettre en place une décision. Mais je vais quand même contrôler le rendu, le résultat. Est-ce que le travail a été fait? Satisfaction des clients. Et en général, quand on fait confiance aux collaborateurs et qu'ils sentent que ça vient vraiment du cœur, on a une autre question, je vais vous la glisser rapidement. Chama qui vous dit « Mon père a toujours eu ses hommes de confiance, mais là je reprends l'entreprise familiale et je souhaite restructurer le process. Est-ce que je risque de perdre la confiance des collaborateurs ?» Chacun a son mode et sa façon de manager. Il ne faut jamais garder, si c'est son papa, il ne faut pas copier le modèle paternel parce qu'elle a sa propre personnalité, sa propre façon de faire. Il faut qu'elle apprenne aussi à gagner la confiance des collaborateurs. Et en général, ça marche. Merci beaucoup, Hanan Obedar, consultante en entreprise. Merci beaucoup on va dire, de fructifier ce beau sentiment et cette belle valeur qu'est la confiance. Alors, on continue par quoi? On continue par la santé. C'est avec vous, professeur Benis, tout de suite. Eh bien, avec vous, professeur Benis, on va parler de l'AVC. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne fait pas suffisamment de prévention et que c'est toujours, on va dire, une urgence vitale, puisque l'AVC, justement, peut engendrer le décès. C'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Une personne sur 8 peut décéder d'un AVC ou peut faire un AVC, justement. Pourquoi ça continue à faire autant de ravages? Alors l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est lorsque une artère dans le cerveau est soit bouchée, soit rompue. Donc ça peut être soit l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est-à-dire quand c'est une artère qui est bouchée dans le cerveau et qui va entraîner une perturbation de la circulation du sang dans le cerveau, il risque d'y avoir une mort cellulaire. Ou ça peut être une artère qui est rompue et ça peut être une hémorragie cérébrale. Pourquoi il faut en parler? Parce que c'est une vraie urgence. Parce que la personne qui fait un accident vasculaire cérébral peut mourir assez rapidement, mais aussi, si elle survit, elle peut avoir des séquelles, et des séquelles que ce soit des séquelles motrices, hémiplégie, la paralysie de la moitié du corps, ou parfois des séquelles neurologiques, comme des démences, des Alzheimer, des troubles de la mémoire ou des troubles des fonctions supérieures. Alors, c'est une vraie urgence médicale, c'est comme l'infarctus du myocarde, et c'est fréquent parce qu'aujourd'hui, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Alors, le problème, c'est qu'on ne parle pas assez. Or, si on fait un tour de table ou si on voit autour de nous, on s'en rend compte que chacun dans sa famille a eu des personnes, malheureusement, qui sont soit décédées d'un accident vasculaire, soit en souffrent. En France, il y a quelque chose comme 150 000 personnes qui font chaque année un accident vasculaire cérébral. Au Maroc, on a des chiffres? Au Maroc, on n'a pas de chiffre exact, mais ça peut se rapprocher de 100 000 par an. Deuxièmement, il y a à peu près 30 000 personnes qui décèdent d'accidents vasculaires cérébraux chaque année, que ce soit en France ou au Maroc. Alors pourquoi c'est fréquent? Parce qu'il y a une multiplicité des facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, le tabac, le cholestérol, tous ces facteurs qui sont des facteurs de vieillissement cellulaire, de vieillissement vasculaire et qui vont entraîner la formation de caillots qui vont monter dans le cerveau. Alors, il faut... Mais alors justement, parce que quand l'idée d'en parler, c'est de prévenir. Prévenir, c'est prévenir la crise. Que l'AVC n'arrive pas. Ça, c'est l'idéal. Si on peut arriver à ça, ça serait extraordinaire. Maintenant, la 2e étape, ça serait quels sont les signes précurseurs pour
que la personne se rende compte qu'il faut absolument consulter et éviter justement de se retrouver avec des conséquences dramatiques. Par quoi, selon vous, en tant que spécialiste, on devrait commencer la sensibilisation? Alors la sensibilisation, d'abord... Et pourquoi ça ne marche toujours pas? Alors, là, il faut en faire. Il faut matraquer. Voilà, matraquer. Alors, premièrement, c'est d'alerter la population sur les signes précurseurs, les signes prémonitoires de l'accident vasculaire cérébral. Attention, l'accident vasculaire cérébral va arriver. Les signes simples, je perds la mobilité d'un membre, supérieur ou inférieur, ou les deux membres. Et si c'est transitoire, il faut faire très attention. Je perds la vision d'un œil, je n'arrive pas à voir avec un œil. Mais tout ça, c'est rapide? C'est rapide. Ça ne s'installe pas, ce n'est pas définitif. Alors, je vais y revenir. Okay. Soit je perds la parole, soit je parle et c'est incompréhensible, soit je n'arrive pas à comprendre la parole. Donc, soit c'est un trouble de la sensibilité, soit des maux de tête extrêmement importants. Alors, ces signes, soit ils vont s'installer de façon brusque, et c'est l'accident vasculaire cérébral. Dans la foulée, l'accident vasculaire cérébral. C'est dans la foulée? Dans la foulée, dans les 3 heures qui arrivent. D'accord. Mais ça laisse quand même 3 heures, en moyenne. Soit c'est transitoire. Quand c'est transitoire, ça veut dire que ça vient et ça part. Ça veut dire que l'artère est en train de se boucher et de se réouvrir. Et donc, c'est là où il faut faire très attention. C'est là où il faut consulter très rapidement. Mais docteur, professeur, dites-nous, est-ce qu'il y a des patients qui font un AVC et qui vous disent, par exemple, ceux qui s'en sortent, alhamdoulilah, comme on dit, qui vous disent « je n'ai rien senti avant ». Rien ne s'est passé. J'étais debout dans ma cuisine, je me suis effondrée, par exemple. Alors, l'accident vasculaire cérébral, le cerveau n'est pas comme le cœur. Le cœur, on a la douleur qui annonce l'infarctus du myocarde ou l'angine de poitrine. Le cerveau, on n'a pas de douleur, c'est différent. Alors, on a 2 possibilités. Soit on a la chance d'avoir des signes annonciateurs, c'est-à-dire des signes transitoires. Et c'est pour ça que j'en parle, pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent soient sensibilisés. Perte de la motricité d'un membre, supérieur ou inférieur, perte de la parole, perte de la vision, des maux de tête importants. Ça, si c'est transitoire, c'est-à-dire que ça va se résorber rapidement au bout de quelques minutes, voire 1 heure, c'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Il faut aller consulter très rapidement. Quel médecin? Alors, il faut aller voir le médecin le plus proche. Si je suis à côté d'un centre de santé, il faut aller voir le centre de santé. L'approche médicale, le contact médical est le plus important. Peu importe la spécialité, que ce soit un médecin généraliste ou que ce soit un médecin spécialiste. L'essentiel, le premier contact avec le médecin peut sauver le patient. Mais pardon, quand vous dites le plus important, c'est le contact médical. Okay, le contact avec un professionnel. Ça veut dire quand la personne arrive chez un professionnel de la santé en décrivant l'un de ses symptômes ou plusieurs, elle a droit à quoi? On lui dit quoi? Il faut faire tel et tel et tel examen, ou on lui injecte un produit qui va calmer la situation, lui donner un sursis, comme on dit, pour aller faire ces examens. Alors, puisque je parle d'urgence, c'est une vraie urgence. À ce moment-là, c'est une question de temps. Le temps, c'est le cerveau. Parce que si on ne fait rien, parfois l'accident vasculaire cérébral s'installe et quand on dépasse 3 heures, on peut avoir des séquelles qui peuvent être définitives. Okay. Alors à ce moment-là, le premier contact, c'est qu'on porte le diagnostic. Le diagnostic n'est pas uniquement un diagnostic subjectif, mais aussi un diagnostic objectif. On fait un ensemble d'examens, on prend la tension, on ausculte le cœur, on fait un électrocardiogramme, on fait un scanner cérébral. Et si le diagnostic est posé d'un accident vasculaire en voie de constitution, à ce moment-là, on dirige le patient très rapidement vers un centre hospitalier équipé pour pouvoir injecter des produits qui vont détruire le caillot dans le cerveau ou qui peuvent dilater par un ballonnet donc dans le cerveau. On ouvre l'artère pour pouvoir... Mais c'est c'est des centres spécialisés. C'est des centres spécialisés. C'est pas n'importe quelle urgence. C'est pas n'importe quelle urgence. Ailleurs, si c'est transitoire, on peut donner des médicaments qui vont lutter contre la formation des caillots, des anticoagulants, ou des médicaments qui vont lutter contre l'agrégation plaquettaire, des médicaments qui vont contrôler la tension et qui vont pouvoir stabiliser et empêcher l'accident vasculaire cérébral de s'installer. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir, docteur, professeur, en toute honnêteté? Oui. Dans notre contexte sanitaire marocain, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Ou ceux qui s'en sortent, c'est un coup de chance? Alors, je pense qu'on peut s'en sortir. Qu'on peut s'en sortir de 2 façons. D'abord, il faut poser le diagnostic très rapidement. Donc, il faudrait que les patients soient sensibilisés par rapport à ces signes. Puisque c'est une urgence médicale, est-ce que nos urgences publiques et privées sont formées, sensibilisées, équipées? Est-ce que les urgences dans les hôpitaux publics sont formées par rapport à ça, équipées? Est-ce que nos cliniques privées, qui prennent aussi beaucoup de patients, on sait pourquoi,
sont aussi équipés, formés? Est-ce qu'il y a des spécialistes 24 heures sur 24? On sait que ce n'est pas le cas. J'ai conscience que nous vivons dans des inégalités de santé dans le Maroc. C'est ça. J'ai conscience que tous les hôpitaux ne sont pas équipés. Mais parfois même les cliniques ne sont pas équipées. Mais le premier contact avec le médecin est extrêmement important. Si le patient en a un diagnostic rapide, même avec un traitement médical, on peut réduire les séquelles, on peut réduire les risques et on peut augmenter les chances de survie. L'absence de médicalisation d'un accident vasculaire cérébral, avec un diagnostic tardif, avec une non prise en charge médicale, augmente les risques, en particulier d'hémiplégie définitive, de paralysie définitive, de séquelles définitives. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de poser un diagnostic très rapide. Et Dr Hakam, on a parlé aussi de la télémédecine. Tout ça, le fait de diminuer le temps et de rapprocher le patient très rapidement du médecin permet d'abord de poser des diagnostics très rapides, parfois de mettre en place des traitements qui peuvent être efficaces et aussi pour pouvoir diminuer les risques. Donc tout ça, je le mets en globalité. J'ai conscience que nous n'avons pas ce qu'on appelle aux États-Unis, en Europe, les stroke centres, c'est-à-dire les centres d'accidents vasculaires. Parce que si on va dans un monde idéal, il faudrait que ce soit un centre bien équipé où il y a le neurologue, le cardiologue, le réanimateur, et qui ne font que ça, qui vont avoir un traitement sur la carte. Mais à notre niveau-là, j'insiste sur les symptômes dont j'ai parlé et aussi dans un temps important sur la prévention. Oui. Est-ce qu'il y a une catégorie à risque déjà, professeur? Les catégories à risque, à partir de 40 ans, les personnes qui fument régulièrement, l'hypertension artérielle, on sait aujourd'hui, quand on a une hypertension artérielle contrôlée, le risque d'accident vasculaire cérébral diminue de 50%. Les diabétiques qui ne sont pas contrôlés, qui ont des diabètes déséquilibrés et qui ne suivent pas leur traitement, le surpoids, l'absence d'activité physique, la sédentarité, le cholestérol, tous ces facteurs vont participer progressivement, parce que ce sont des facteurs qui vont participer à former des caillots, et ce sont ces caillots qui vont obstruer les artères dans le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il est important à titre collectif, et donc au niveau de notre population, c'est de lutter contre l'hypertension, lutter contre le tabac, lutter contre le diabète. Donc il faudrait une alimentation saine et bien sûr surveillance du poids et lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire. Une question, on va pouvoir en prendre une seule, celle de Rita qui vous dit: l'AVC est-il aussi une histoire de famille? Oui, il y a une hérédité, il y a des familles qui ont des accidents vasculaires cérébraux. Ou des facteurs de risque, peut-être. Facteurs de risque, mais surtout l'histoire de famille par le risque cardiovasculaire. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez une famille de gens diabétiques, d'hypertendus, de fumeurs, mais en fait, moi, médicalement, l'accident vasculaire n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut prévenir. Et 80% des accidents cardiaques peuvent être prévenus. On peut vivre une vie avec une espérance de vie qui peut aller aujourd'hui jusqu'à 80, 82 ans, 85 ans, sans passer par ces risques d'infarctus du myocarde. Pas de tabac, une alimentation saine, salade, légumes et fruits, et une bonne surveillance de la tension artérielle. C'est ennuyeux, ça, salade, légumes et fruits. Oui, c'est bon aussi. Hein. Parlons vrai. Et puis, c'est bon. Et bougez aussi, bougez. Ne restez pas sédentaire. Salade, légumes et fruits, faites-vous plaisir de temps en temps, c'est pas grave. Et ne fumez pas, bien ne sûr. fumez pas. Pas de cigarettes, pas d'alcool, une alimentation équilibrée, se faire plaisir de temps en temps. Et faire du sport. Manager par la confiance, ça détend les artères aussi. Aujourd'hui, on peut vivre plus longtemps, on peut vivre en bonne santé aussi. Tout à fait. Voilà. Merci infiniment, professeur Ahmed Bennis. Merci à tous d'avoir été là. Merci, docteur Marouane Hakam, d'être venu nous parler de la télémédecine et de sa mise en pratique au Maroc. Merci, Hanan Oubidar, d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech pour nous parler de management par la confiance. Et à vos côtés, le cher professeur Bennis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire un maximum de prévention contre les accidents vasculaires cérébraux. Merci à toute l'équipe en régie. À très très vite. Au revoir.